s'il y a des soucis au niveau technique, j'ai Gaël avec moi qui a accès au chat. Donc, vraiment pas de soucis. Normalement, l'enregistrement est démarré et on va pouvoir partir. Donc, on va commencer par une courte présentation de moi-même, car c'est la première fois que vous me voyez en présentation dans une émission du club. Donc, je suis Thomas Berriot, nouveau arrivé dans le club Power BI l'année dernière et également à Bordeaux. Donc, je travaille dans la BI depuis environ 10 ans. Donc, j'ai commencé sur Qlik et maintenant, je suis vraiment axé Microsoft, notamment Power BI. Donc, je travaille pour la société Business et Décision, donc une ESN spécialisée dans la data, présente partout en France, donc qui travaille vraiment dans tous les domaines de la data, à la fois dans la partie collecte, modélisation et restitution. Et je suis en mission en tant que lead tech Power BI chez Pixis, donc la filiale technologique de Cdiscount. Donc, on gère les plateformes, à la fois la création d'applications, mais aussi le support et le suivi, le monitoring des plateformes. On va parler un peu du club Power BI avant de commencer notre sujet. Donc, je vous rappelle qu'il y a le site qui est toujours en ligne, clubpowerbi.com, où vous pouvez retrouver les meet-ups, l'accès à la chaîne YouTube, le forum pour échanger sur différents sujets si vous avez des points de question, et les réseaux sociaux, donc le Twitter. Sur les meet-ups qui sont passés et qui y arrivent, donc il y a le meet-up de Lille du 11 qui est disponible en rediffusion sur YouTube. Donc, c'est disponible dès maintenant. N'hésitez pas à les retourner voir ce qui a été présenté. Donc, pour BI dans le monde de l'ingénierie mécanique et industrielle. Donc, une présentation très intéressante avec le client. Le 25 avril, du coup, vous aurez l'émission présentée en ligne uniquement sur différentes plateformes de streaming pour présenter des nouveautés d'avril. Il y en a quelques-unes très intéressantes cette année. Et la première émission Meetup du mois de mai, ça sera sur Power BI Embedded, présentée par la ville de Strasbourg. Le sujet d'aujourd'hui, donc, ce sera Power BI et les backups, donc les différentes formes de backup que l'on peut réaliser. Donc, présenté par moi-même, Thomas Berriot, et il y a Gaël Leclerc qui est avec moi sur la partie questions, qui va pouvoir récupérer vos questions à la fin pour que je puisse y répondre. L'agenda du jour, dans un premier temps, les informations, un petit rappel sur les langages que je vais utiliser, sur les différents modules de Power BI, les différents types de fichiers de Power BI, que ça soit assez clair sur les thèmes que je vais aborder, l'état des lieux, qu'avons-nous à disposition, pourquoi parler de backup, quels sont les risques. On va dans un premier temps parler d'une méthode manuelle, donc c'est si vous n'avez pas de développeur, si vous n'avez pas d'appétence au développement, la méthode manuelle vous permet de faire certaines choses assez facilement et en direct. Donc, c'est la méthode, on va dire, simple. Une méthode automatique qui nécessite du coup plus de développement. Il y a différentes méthodes qui existent. Je vais en montrer une et je vais en aborder quelques-unes, notamment dans la partie projection pour de futurs projets. Donc, des hypothèses, des choses que j'aimerais voir arriver, qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver, donc une ouverture sur la suite de ce sujet. Et à la fin de ce meet-up, je présenterai une petite astuce, enfin diverses petites astuces avec Tabular Editor qui peuvent dépanner. Donc, c'est pas du vrai backup, c'est plus, il y a quelques solutions qui ne fonctionnent pas, des rapports qui ne fonctionnent pas, des mesures qui ne fonctionnent pas. Mais j'ai une sauvegarde quelque part, comment je peux m'en sortir sans avoir à tout redévelopper. Donc, on va commencer avec un lexique. Donc, j'ai repiqué le lexique d'une dernière présentation sur les différents éléments de la plateforme Power BI. Donc, les espaces de travail, c'est l'espace que l'on accède en tant que constructeur, on va dire, de rapports et de jeux de données sur la partie publication du portail. Donc, c'est l'endroit de base niveau collaboratif. C'est là où les équipes vont vraiment
déposer les travaux. La partie application est, elle, faite pour les lecteurs, donc c'est la partie plus consommation des réalisations. On construit donc des rapports qui peuvent être des rapports Power BI ou des rapports paginés qui seront ensuite diffusés dans les applications. Ils contiennent du coup les données, mais principalement les visuels. Derrière, il y a les jeux de données, donc on appelle aussi datasets. Désolé si je switch entre les... Du coup, je viens de le faire aussi. Si je bascule entre le français et l'anglais, c'est que comme je travaille beaucoup en anglais, des fois les termes, je vais les sortir en anglais. Veuillez m'excuser s'il y en a qui travaillent que en français, je vais essayer de faire attention. Donc les datasets, c'est vraiment la partie jeu de données. Et un terme qu'on va aborder et qui a été présenté dans le passé et représenté très prochainement de mémoire, c'est les pipelines de déploiement. Donc c'est une solution que propose Microsoft à travers Power BI pour passer d'une étape espace de travail de développement à un espace de travail de recettes, puis mettre mes rapports à disposition sur des applications. Les formats de fichiers, donc là c'est vraiment du très très court, c'est pas de l'optimiser au niveau explication, mais c'est que vous ayez au moins le contexte des fichiers sur lesquels je vais parler. Dans un premier temps, les PBIX, donc ça c'est des fichiers de base de rapports Power BI, donc c'est les rapports que l'on va créer avec Power BI Desktop, donc ils contiennent toute l'information, donc à la fois la partie visualisation, mais aussi tout ce qui est données et du coup le modèle de données pour pouvoir faire les visualisations. On a ensuite les PBIT, donc qu'on exporte également avec le Power BI Desktop. Ils sont, eux, les modèles de Power BI. Donc, eux, contrairement au PBX, ils n'auront pas les données. Ils contiennent, on va dire, toute l'enveloppe et la partie visualisation, mais ils n'auront pas la partie données. Les fichiers ABF, donc là, pour ceux qui ne vont pas trop loin en profondeur sur Power BI, ça va commencer à être deux types de fichiers ensuite qui seront un peu plus complexes. Les ABF, c'est des types de fichiers qui sont là pour les sauvegardes. Donc, c'est Analysis Services, c'est des fichiers de sauvegarde Analysis Services. Ils contiennent uniquement les données et en fait, on utilise le fait que les datasets, les jeux de données Power BI sont des cubes Analysis Services en réalité, pour pouvoir exploiter ce type de fichiers pour faire nos sauvegardes. Et enfin, les fichiers PIM, qui sont eux les modèles de données Power BI, où en fait on n'a que la partie syntaxe métadonnées de nos modèles. En état des lieux, on peut se poser plusieurs questions. On est habitué aux solutions Microsoft où on a des possibilités de backup à travers par exemple le versionning de SharePoint typiquement. On a sur OneDrive, on peut aussi faire de la récupération. Est-ce qu'on a ça sur Power BI nativement? Malheureusement, non. Ensuite, on a parlé d'Analysis Services, donc on peut commencer à réfléchir sur la partie base de données. Est-ce qu'on a ça également sur Power BI? Toujours pas. On n'a pas d'image de sauvegarde sur l'état de notre plateforme à un instant T. Du coup, on peut se poser la question, quels sont les risques de ne pas avoir ça? Qu'est-ce qui peut arriver pour ne pas avoir ça? Les principaux risques, c'est des manipulations en ligne, donc des manipulations via un outil externe, donc, par exemple Tabular Editor, où une personne vient modifier une formule et ça casse du coup notre modèle et on n'a pas forcément une copie ou on n'a pas fait différentes étapes sur le portail. Comment on fait pour récupérer ça? Des gens qui font de la modification sur une partie data visualisation via l'éditeur web aussi également, ils retirent un graphique, comment on fait pour le reprendre, ainsi de suite. Donc ça peut être des risques qui sont possibles, peu probables mais possibles à envisager. Du coup, on a une première piste qu'on avait déjà présentée lors d'un meet-up Club Power BI, c'est les pipelines de déploiement. Les pipelines de déploiement sauvegardent à la fois sur Git, mais aussi à différents états, un rapport Power BI. Donc, est-ce que utiliser ces pipelines de déploiement sont-ils suffisants? C'est une hypothèse, en effet, à garder, mais malheureusement, il y a des solutions qui ne sont pas forcément évidentes. C'est on a notre historique
de déploiement, mais on n'a pas d'outils nous permettant de récupérer la phase qui nous intéresse exactement pour faire cette restauration. Et donc, au final, là, je vous présente que du négatif. Il n'y a rien qui existe en tant que tel, il n'y a rien qui est mis en place. Et comment on fait? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont fournies? Bah oui, tout de même, Microsoft a pensé à nous à travers en fait différentes API. On est capable de mettre en place un système de backup complet. Donc, on va voir ces systèmes de backup déjà dans la méthode manuelle. Donc, dans un premier temps, beaucoup de texte. J'ai essayé de vraiment réduire au maximum les prérequis. Donc, c'est des prérequis fondamentaux. Il y en a un peu plus. N'hésitez pas à regarder sur la documentation Microsoft, sur la partie restauration de l'information, si vous voulez avoir vraiment tous les prérequis nécessaires. J'ai scindé la partie rapport jeu de données parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont un peu scindées. Donc, les éléments principaux pour un rapport, il faut que l'utilisateur soit collaborateur. Donc, le rôle juste au-dessus, visionneur d'un espace de travail, il faut au moins ce rôle-là. Sinon, il ne pourra rien faire en action de téléchargement du rapport. Ce rapport ne doit pas être en dataset incrémental. Si vous avez mis la stratégie de chargement incrémental, c'est très bien niveau optimisation de chargement et de volume de données. Par contre, malheureusement, ça verrouille le rapport, il sera plus téléchargeable en local. Pareil, les gens qui utilisent des espaces de travail pour mettre leur jeu de données et ensuite font des rapports qui viennent piocher dans cet espace de travail, dans d'autres espaces de travail, ce rapport-là ne sera pas téléchargeable. Et enfin, certaines modifications via un outil externe, donc par exemple Tabular Editor sur le point de terminaison XMLA, donc certaines modifications de requêtes, certaines modifications du modèle peuvent bloquer le rapport. Pour pouvoir backuper de manière manuelle un jeu de données, il va falloir avoir quelques droits, mais cette fois, en plus d'avoir des droits de collaborateurs sur l'espace de travail, il va falloir des droits sur Azure. Donc, ces droits sont principalement liés à l'espace de stockage Azure, qui est Power BI Backup, qui sera généré une fois qu'on lit notre espace de travail, enfin notre tenant, pardon, Power BI à notre espace de stockage Azure. Il faut que aussi l'espace de travail sur lequel on veut mettre en place le backup, l'espace de travail sur lequel on veut mettre le backup soit en capacité premium. Et dans un dernier temps, il faut que le dataset, donc le jeu de données, soit au format grand modèle. Les outils qui sont nécessaires pour faire ça, ces différents types de backup, c'est principalement SQL Server Management Studio. En très utile, il y a Microsoft Azure Storage Explorer pour accéder à notre espace de stockage Microsoft, donc Azure, et Tabular Editor qui est optionnel également pour faire d'autres types de manipulations. Donc ici, c'est quelques screenshots de la méthode manuelle pour pouvoir faire la partie récupération d'un dataset, donc d'un jeu de données. Donc la connexion à Azure à faire sur mon espace de travail et comment se connecter via l'outil SQL Server Management, pardon, où on va déclencher le backup. Je n'ai pas pris de screenshot pour la partie rapport. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit juste de se connecter à son rapport, d'aller dans la partie fichier, cliquer dessus et télécharger, et le PBX arrivera en local sur votre fichier, sur votre PC, pardon, s'il n'y a pas les contraintes explicitées précédemment. Donc, une petite démonstration sur comment se passe le backup. Donc, à gauche, vous avez la fenêtre de Microsoft SQL Server Management Studio. À droite, mon Microsoft Azure Storage Explorer qui est connecté donc, au dossier Power BI Backup qui sera auto-généré par la plateforme à mon workspace, donc mon workspace Club Power BI. Donc, on a vu que je m'étais connecté dessus.
Donc là, j'ai bien deux rapports qui sont détectés, donc deux datasets, jeux de données qui sont détectés. Et on va lancer le backup très simplement. Donc il suffit de cliquer dessus, clic droit, backup, et en fait, il va interpréter le cube Analysis Services pour le pousser sur la plateforme. Donc il va faire le lien entre mon cube Analysis Services et mon espace de stockage tout seul. C'est l'outil et Microsoft qui s'occupent de faire ce lien. Donc là, je rafraîchis et on voit que le format est le format ABS, donc le format que j'ai expliqué tout à l'heure, le format de stockage d'une sauvegarde d'un cube, donc qui est bien déposé dans mon espace de travail sur mon espace de stockage Azure Storage. Si j'ai besoin de faire une restauration, le principe est le même. Sur mon dataset, ici, je fais un clic droit, restauration. Il va récupérer tout seul le lien, récupérer le même nom du fichier, et on pourra récupérer notre sauvegarde comme ça. Donc ça, c'est une méthodologie ultra simple pour faire la partie dataset. Et au final, c'est accessible à tous une fois qu'on a bien les droits. Pour cette partie manuelle, hop, on va parler des avantages. L'un des principaux avantages de faire du backup en manuel, c'est qu'on a en fait de la flexibilité. Pourquoi? C'est parce qu'on peut choisir les espaces de stockage. Donc là, je vous ai parlé de téléchargement local, je vous ai parlé de téléchargement sur Azure en automatique, mais au final, comme c'est un manuel, vous pouvez choisir de versionner via du SharePoint, vous pouvez choisir d'utiliser OneDrive, d'utiliser 100% Azure ou d'utiliser Git. Donc ça, en méthode manuelle, c'est à vous de définir votre méthodologie, votre plateforme, et de mettre en place la solution que vous souhaitez. Pareil, comme c'est un manuel, en fait, vous avez la liberté de l'espace. Si vous voulez changer de technologie, vous pouvez le faire assez rapidement. Et en manuel, il n'y a pas de développement. C'est un utilisateur final qui vient avec son PC faire des interactions avec l'environnement pour pouvoir déclencher un backup. C'est facile à mettre en place en manuel. Au final, il n'y a que de la gestion de droits à mettre en place. Et on a juste à créer en fait les espaces de stockage nécessaires. Donc un site SharePoint, un dossier OneDrive. On peut utiliser le dossier natif Power BI Backup si on veut travailler sur Azure directement. Rajouter un dossier rapport par exemple pour mettre les PBX dessus. Ça ne va pas bloquer du tout le fonctionnement. Et c'est très facile d'accès. Donc il suffit juste d'avoir les outils sur son poste, faire une documentation minimaliste et tout utilisateur qui a les droits peut faire ce chargement en méthode manuelle. Les inconvénients, au final, ça reste quand même très chronophage de faire ça de manière manuelle. Si on a un petit espace de travail, un petit tenant environnement Power BI, ça peut être assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais dès qu'on commence à avoir un volume avec plusieurs dizaines, voire centaines de rapports, ça peut être rapidement problématique. On ne peut pas dire à une personne, par exemple, de faire clic droit sur tous les rapports pour déclencher les backups. C'est juste pas possible. De bien gérer les espaces aussi, ça va être très compliqué. On disait que l'une des raisons de faire un backup, c'est une maladresse humaine. C'est pareil avec des espaces physiques. On n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse un mauvais copier-coller, supprime le mauvais fichier. Donc, c'est le problème de la méthode manuelle. Et aussi, bien documenter, bien entretenir sa méthodologie et typologie de fichiers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de chargement de fichiers. Donc, on a vu, par exemple, il y a les PBIX et les PBIT. Quel type de fichier choisir, bien communiquer dans toute son entreprise, où je stocke mes informations. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui stockent sur Azure, d'autres qui stockent sur SharePoint, ça va faire doublon. Et des fois, en fait, on ne saura plus où chercher nos images de sauvegarde. Donc, c'est des choses où il faut faire plutôt attention en méthode manuelle. Désormais, je vais vous présenter la méthode automatique, donc qui nécessite du coup un peu plus de développement. Au niveau des prérequis, on a les mêmes prérequis au final que la méthode manuelle, parce que la méthode manuelle nécessite quasiment que des droits. Donc la méthode automatique, c'est la même chose, mais sur une personne ou un compte.
Donc, c'est ce que je marque juste en dessous. Il y a plusieurs méthodes de connexion via l'API. En fait, on va exploiter l'API via la méthode automatique. Donc, il y a plusieurs méthodes de connexion. Soit on utilise un compte spécifique. Donc, le mieux, c'est de faire soit un compte de service, soit d'utiliser en fait la méthode application. Donc, on crée une application dans l'environnement Azure qui a son propre ID client, son propre mot de passe. Et en fait, on peut se connecter via cette application à l'API et faire toutes les actions avec cette application. En outil, Microsoft travaille avec PowerShell. Donc, jusqu'à l'année dernière, il y avait une petite complexité, c'est que les bibliothèques et les modules Azure sur la partie Analysis Services, donc sur la partie Cube, étaient sur PowerShell 5 et Power BI était sur PowerShell 7. Donc maintenant, il n'y a plus de contraintes depuis février-mars de l'année dernière. Tout a migré sur PowerShell 7. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est validé et supporté par Microsoft. Donc les bibliothèques sont fonctionnelles à 100%. Pas d'inquiétude là-dessus. Pour les gens qui ne sont pas PowerShell, mais qui sont plus Python, il y a des bibliothèques Python qui sont en train d'être développées en ce moment. Elles ne sont pas encore certifiées Microsoft. Elles sont fonctionnelles. Donc, j'ai fait quelques tests et ça marche. Par contre, ce n'est pas supporté par Microsoft. Donc, on n'est pas à l'abri que ces bibliothèques, à un moment ou à un autre, soient bloquées. Même si au final, c'est de l'API. Donc, c'est ce que je marque en deuxième point. Comme c'est de l'API, on peut utiliser une plateforme d'appel d'API, par exemple Postman, où on vient renseigner notre client, notre compte, ou notre application Azure, et on vient se connecter à la plateforme Power BI via les API. Donc, sur le principe, comment ça fonctionne? Donc, moi, je vais vous présenter une solution où j'utilise PowerShell, du coup. Donc, j'ai PowerShell, j'ai mon serveur ou mon PC où je vais faire mes appels, et j'ai mon environnement Azure où, au final, tout est hébergé. Donc, dans un premier temps, on va faire la connexion, donc l'authentification sur Azure, donc soit avec un compte, soit avec mon application. Cette authentification va me permettre deux choses. La première chose, c'est de générer le dossier de stockage que l'on a vu tout à l'heure, donc le Power BI Backup. Donc ça aussi, c'est un point d'attention. Si vous avez déjà un dossier créé, il va falloir le supprimer ou le renommer pour que à la première connexion avec ce compte-là, Azure puisse générer un dossier propre. Donc, c'est un point de vigilance. Donc, on va obtenir deux choses. On va obtenir un dossier de stockage propre et un tenant. Enfin, un token, d'enregistrement. Ce token d'authentification qui nous permet de faire les appels API, il est valable entre 1h et 1h30. Donc, c'est un temps aléatoire. Donc, si vous avez des API avec un environnement très long, il faut faire attention à cette information-là. Ce token, enfin ce jeton de connexion peut être prolongé jusqu'à 24 heures maximum. Donc si vous voulez vraiment faire des appels récursifs, maximum 24 heures. Donc une fois qu'on s'est connecté, la première chose à faire, c'est récupérer tous les espaces de travail que j'ai sur ma plateforme. Tous ceux au moins que je souhaite récupérer. Donc par le passé, on pouvait récupérer que les espaces de travail publics, on va dire. Désormais, on peut récupérer même les espaces de travail personnels des gens, si on veut vraiment backuper 100% de la plateforme. D'un point de vue gestion de stockage, ce n'est pas conseillé de récupérer les espaces de travail personnels. Donc là, j'ai récupéré tous mes espaces de travail. Et maintenant, je vais pouvoir commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est les jeux de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manipulation que je vous ai montrée tout à l'heure avec la vidéo, d'aller via SSMS, me connecter à mon cube, donc mon jeu de données Power BI, faire clic droit, backup, via API, en fait, on peut le déclencher. Donc, c'est pour ça que c'est le plus simple. On va utiliser une solution native de Microsoft où, en fait, je vais déclencher le chargement de mon jeu de données en ABF sur mon espace de stockage Power BI Backup. Dans un deuxième temps, on peut se dire, j'ai aussi besoin de récupérer mes visuels. Malheureusement, en espace de stockage optimisé, on souhaiterait avoir que la partie modèle Power BI, ce qu'on appelle les PBID, où en fait on n'a pas les données. Comme les données, on les a avec les ABF, ça ne nous intéresse pas.
On aimerait avoir que la partie visuelle. On devait avoir cette extraction disponible en décembre. Malheureusement, elle ne sera pas diffusée tout de suite. Donc, on est obligé de récupérer le fichier complet. Et deuxième contrainte, l'API Power BI ne nous permet pas de déposer où on souhaite un rapport PBIX. Il sera forcément déposé sur un espace local. Donc, dans un premier temps, on va devoir rapatrier notre rapport. Donc, moi, sur mon PC ou sur un serveur, par exemple, si on fait ça, un appel avec une VM. Et après, via Azure, par contre, c'est très, très simple de le repousser dans un même espace. Donc là, on se retrouve au final à un état où on a notre sauvegarde complète de la plateforme sur notre espace de stockage Azure de manière automatique. Donc, j'ai fait le développement avec mon compte, mais après, il suffit juste de mettre un ordonnanceur derrière pour déclencher, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines, une image de ma plateforme. Une petite vidéo de l'explication. Donc là, c'est un peu petit sur le grand écran, mais en gros, la première étape, c'est je me connecte du coup sur le Power BI Service, donc sur le portail Power BI, je m'authentifie, je récupère mon jeton de connexion. Ensuite, je me connecte avec Azure. Il y a deux types de connexions qui sont un peu particulières. Ça, je vous invite à voir la documentation, mais concrètement, la seule vraie différence, c'est que Power BI nécessite une connexion encryptée. Donc, il faut un user mot de passe qui sont un peu hachés. Pour Azure, en fait, il ne faut pas être encrypté. Ça ne marche pas. Donc, il faut une connexion classique pour se connecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux types de connexions. On ne peut pas se connecter en une seule fois. Ensuite, je récupère mon espace de travail. Donc là, mon espace de travail, je récupère l'espace de travail Club Power BI qui a son propre ID. Je me connecte du coup à l'espace Club Power BI et je démarre le backup. Donc, je vais télécharger les rapports dans un premier temps et ensuite, je vais les repousser sur ma plateforme. En même temps, je vais m'occuper ici de déclencher le backup via l'API Analysis Services de mes jeux de données. Donc, du coup, je n'ai pas pu expliquer en même temps la partie droite donc, de mon espace de stockage. Je relance la vidéo pour vous en parler en direct. Donc, j'ai bien tout qui se lance à gauche. C'est terminé. Et donc là, à droite, on voit que mes ABF ont bien été générés. J'ai un dossier reports qui contient mes rapports que j'ai générés via API et où j'ai déposé du coup les rapports Power BI. Donc là, c'est très succinct ce que je vous ai présenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont confidentielles à votre client, donc je ne pouvais pas tout vous montrer. Mais il faut savoir que via API, on peut vraiment tout faire désormais. Donc, c'est-à-dire que même les étapes que j'ai présentées dans la méthode manuelle j'ai mes espaces de travail, mais ils ne sont pas connectés à l'espace de stockage Azure, même ce type de connexion, on peut le faire via API. On n'est pas obligé de demander à un administrateur de tout faire à la main, de faire clic droit, de se connecter, ainsi de suite. On peut tout générer via API. La partie avantage de cette méthode automatique, bah, c'est un gain de temps. Au final, il suffit de le développer une fois et après, bah, c'est ultra sécuritaire, c'est ultra pérenne, ça se déploie tout seul, ça se met en marche tout seul. Et comme via l'API, on vient récupérer notre plateforme complète, on n'a pas de souci si on a un nouvel espace de travail, si on a des nouveaux rapports qui arrivent, des nouveaux jeux de données. C'est l'API qui vient récupérer cette information-là. C'est pas à nous de le renseigner. Sauf si, par exemple, on veut qu'un espace de travail ne soit pas récupéré. Donc, je ne sais pas, par exemple, un espace de travail bac à sable, bah là, il faudra peut-être aller dans le code pour retirer cet espace ou un espace de formation. Pour la mise en place, j'ai mis que c'était assez simple.
car si je prends mon exemple, je ne connaissais pas du tout PowerShell à la base, et la documentation est très, très, très bien faite. Et c'est ultra intuitif de le mettre en place. Il y a vraiment des formations pas à pas qui expliquent quel appel faire à quel moment pour faire telle action. Donc c'est vraiment assez intuitif. Ça peut prendre un peu de temps au début de bien comprendre quelles actions j'ai le droit de faire ou pas, surtout la gestion du temps, qui est assez compliquée. Mais une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, ça se fait très bien et ça fonctionne très bien. De plus, il y a des mises à jour très fréquentes de l'API Power BI qui nous permettent de faire de plus en plus de choses. Donc il faut savoir que, par exemple, au début des API, on ne pouvait pas récupérer tous les rapports qui étaient connectés à un dataset qui était configuré en gros dataset. Et il faut vous expliquer que les datasets qui étaient pas justement gros datasets ne pouvaient pas être backup. Donc c'était un peu contradictoire. Bah, ça, maintenant, c'est résolu. On peut tout télécharger. Donc au final, maintenant, le réel blocage qu'on a pour faire ces backups, c'est juste les datasets incrémentaux qui sont encore trop sécurisés, mais dans un sens, tant mieux. Pourquoi? Parce que si c'est en incrémental, c'est souvent que derrière, il y a une énorme volumétrie et c'est pas forcément bon de le mettre sur notre plateforme. C'est dans la point de vue inconvénient, je vais en parler. C'est sur le dernier point, c'est que si vous choisissez des solutions de stockage autres que natifs sur votre PC, ainsi de suite, il faut faire attention au coût de stockage. Parce que comme c'est automatique, si on ne fait pas de suivi, les gigas ils peuvent très vite monter si les gens font beaucoup de rapports. Et ça peut devenir rapidement très cher. En un autre inconvénient, c'est au final souvent mis à jour, mais ça peut être aussi des mises à jour qui ne sont pas forcément bien renseignées. Et du coup, on se fait piéger sur un appel API qui ne fonctionne plus ou plus comme on le souhaitait. Donc, il faut se tenir à jour des mises à jour qui sont faites par Microsoft là-dessus, parce que des fois, on a plus, mais des fois, c'est juste qu'il faut faire aussi différemment. Et c'est des choses où il faut faire très attention de la fréquence de mise à jour. Hop. Comme on a vu la méthode manuelle et la méthode automatique, je voulais aussi vous parler d'hypothèses que l'on peut émettre sur des projections futures, sur des hypothèses qu'on aimerait mettre que ce soit mis en place par nous. La première hypothèse, c'est une chose qu'on était censé avoir très récemment et qu'au final ne sera pas disponible avant fin d'année normalement, c'est l'export des PBIT. Pourquoi? Pourquoi c'est quelque chose que j'attends particulièrement? Parce qu'en fait, le format PBIT est un format de fichier très petit, au final, et qui contient uniquement la partie restitution de la donnée, visualisation de la donnée. Donc, ça nous permettrait de récupérer toute la partie visuelle sans toute la couche de données qui nous intéresse pas forcément. Et ça, c'est quelque chose que j'attends énormément. Ça nous permettrait d'optimiser la partie stockage. Et ça serait encore mieux, du coup, je l'ai mis en deuxième point, qu'on n'ait pas à faire ce passe-plat de passer sur un local pour repousser sur Azure. D'avoir un Power BI Azure en fait, entièrement connecté à toute notre plateforme et qu'on puisse tout déclencher. Deuxième hypothèse, on voit que Microsoft fait de plus en plus de choses sur la partie Power BI Service, notamment avec l'arrivée des data marts, qui sont une nouvelle solution Microsoft qui est assez révolutionnaire avec toute l'interface web. Au final, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose de local pour créer et gérer notre espace de données. On peut se poser la question, est-ce que, au lieu d'utiliser des API, utiliser des outils externes, est-ce que dans un futur proche ou moyen proche, on ne pourrait pas, via l'interface administrateur de Power BI, générer ces parties sauvegarde et restauration de nos données? Ça serait vraiment top. Et en dernier point, j'ai mis cette hypothèse, mais je ne pense pas que ça sera réalisable, c'est la gestion des versions dans Power BI. Ça serait vraiment top je pousse mon rapport, je repousse le rapport et j'ai, je sais pas, un mois où je sais que je peux faire récupérer ma version précédente. Ça serait vraiment top, mais d'un point de vue gestion de stockage et optimisation de la plateforme, je pense que c'est pas viable de le faire pour Microsoft.
des choses qui sont existantes et qui sont attestées. Je n'ai pas pu entreprendre ces projets pour l'instant, mais c'est des choses qui m'intéressent fortement et j'ai vu quelques pistes sur Internet. C'est exploiter les pipelines de déploiement, comme je vous disais tout au début. Quand on utilise des pipelines de déploiement couplés à Git, en fait, chaque fois qu'on envoie une nouvelle version sur notre plateforme, au final, on a vraiment l'état du fichier Power BI, donc le PBX, à son état. Donc on aura la version 1 et on aura toutes les versions jusqu'à la version instant T. Donc ça, c'est vraiment top. Sauf qu'actuellement, on n'a pas de solution qui nous permet de le faire automatiquement, récupérer, je veux par exemple ma version 10 de mon rapport, récupérer ma version 10 et me la remettre sur le portail. Parce que je ne sais pas, au final, j'ai un développeur par exemple qui a poussé des versions sans faire exprès de la version 11, version 12, parce qu'il pensait que les sprints ont été validés, alors qu'au final, elles n'ont pas été validées, ou il y a une correction qui est arrivée entre-temps. Donc ça pourrait être quelque chose qui soit réalisable. Donc, c'est une hypothèse vraiment à tester, je pense. Il y a sûrement moyen d'exploiter cette solution que sont les pipelines de déploiement. Et également utiliser les outils tiers. Donc, il y a des gens qui commencent à, comment dire, exploiter les API d'autres en fait, solutions ou exploiter des fonctionnements de Microsoft via par exemple Tabular Editor qui permet via certains appels de générer un fichier BIM, donc la partie métadonnée du dataset, de manière automatique via du script. Ça peut être génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet cette image BIM, j'en parlerai juste après sur le petit bonus, cette image BIM permet d'avoir juste la carapace de mon modèle de données sans avoir toute la volumétrie qu'il y a derrière. Et ce fichier BIM peut être généré sur tous les datasets, vraiment tous. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus la limite de j'ai des fichiers incrémentaux qui sont bloqués sur ma plateforme et s'ils cassent, bah, ils sont cassés. Avec cette méthode de sauvegarde, on pourrait vraiment backuper toute notre plateforme. Donc ça serait vraiment, vraiment génial. Avant de passer à l'astuce Tabular Editor, est-ce que vous avez des questions en salle? Je ne sais pas. Oui, du coup. Oui, j'ai une question. Ouais. On veut bien la doc sur. Tu as dit que c'était simple de faire du PowerShell. J'ai Stéphane qui réclame la documentation et les liens tuto. Donc tu peux lui mettre à disposition dans le chat, s'il te plaît. Je les mettrai, des liens en live ou des. Je les ai pas en live, mais je les mettrai à la fin de la réunion sans souci. Ok. Pas de souci. Ils sont trouvables sur Internet. Vous tapez API PowerShell Microsoft et vous trouverez tout de suite. Mais je vous les mettrai dans le lien du chat sans problème ou dans le LinkedIn ou dans le Meetup en plus. Moi, j'ai une question. Alors, j'ai peut-être loupé l'info. Quand on fait l'export automatique, est-ce qu'il y a un fichier par espace ou est-ce que c'est tous les espaces? En fait, donc la question c'est est-ce qu'il y a un fichier par espace ou c'est tous les espaces qui sont backupés en fait en méthode automatique? Je vais revenir sur cette slide. Hop. Je vais faire ça, ce sera plus simple. Tac. Tac. Donc là, je l'ai montré l'exemple effectivement que pour un seul rapport, donc mon rapport A. En réalité, ce qui va se passer, c'est que sur mon portail ici, ça va générer un dossier exprès pour cet espace-là. Donc par exemple, l'espace Club Power BI. Donc ça va générer X dossiers comme un SharePoint ou comme un dossier plat. Un dossier par espace de travail. Et ensuite, je vais remplir cet espace de travail avec de manière automatique les ABF. Donc, eux, j'ai malheureusement pas le choix, ça sera dans la racine du dossier. Donc, ça, au final, c'est pas très gênant, hein, c'est juste si vous vouliez vraiment scinder les différents espaces. Et après, au final, comme le PBX, donc le rapport, je suis obligé de le mettre en local et après d'exploiter une autre API qui pousse sur Azure, là, je peux faire ce que je veux. Donc, moi, par exemple, d'un point de vue lecture, je préfère avoir les ABF séparés des PBX. Donc, je crée un dossier rapport dans mon espace de travail sur Azure pour pousser tous mes PBX dedans. Voilà. Donc, après, le choix, c'est pareil.
Si vous voulez backuper que vos PBX, vous pouvez faire qu'un backup de vos PBX. Si vous voulez télécharger que vos ABF, faites que vos ABF. C'est vraiment personnalisable en méthode automatique. Pas d'autres questions? Vas-y, si tu veux en poser une. Je me rapproche du micro pour poser ma question. Ok. Et alors, en fait, moi, je voudrais qu'on parle de la méthode Tabular Editor. En fait, donc, l'idée que tu as expliquée, c'est effectivement, il existe la possibilité de lancer en fait un script, tout simplement, qui va exécuter Tabular Editor, qui va faire le job d'aller charger, donc télécharger en quelque sorte le fichier BIM et même le mettre à disposition donc directement sur Azure. Tu as évoqué l'avantage de dire que ça serait super bien pour les incrémentaux, mais sauf que j'ai du mal à en voir l'avantage parce que pour moi, l'incrémental, le seul avantage, c'est d'avoir la data à l'intérieur. Parce qu'en fait, souvent, quand un métier perce son historique, c'est ça qu'il veut récupérer. Alors, l'intérêt du BIM pour l'incrémental, j'ai OK, c'est cool, on peut le faire. Mais l'avantage est vraiment derrière, est-ce qu'il y en a un ou pas? Par rapport aux incrémentaux particulièrement, je pose la question. Bah, en fait, l'intérêt pour moi, c'est que effectivement, si on a un problème de l'incrémental, c'est-à-dire j'ai perdu mes partitions, au final, le BIM va pas trop me sauver, à part pour faire ce que je vais vous présenter tout à l'heure, de faire un copier-coller de la partition et de la régénérer. Mais effectivement, je ferai une action manuelle de je rafraîchis ma partition. Par contre, cet avantage-là, c'est que si quelqu'un a la maladresse de supprimer le dataset, bah, j'ai pas besoin de recréer à 100% le dataset. J'ai mon fichier BIM, je le pousse, il sera vide, mais j'ai toutes mes partitions qui sont enregistrées. J'aurai juste à rafraîchir partition par partition. On ne partirait pas de rien, effectivement. C'est ça. On n'est pas obligé de remettre la stratégie incrémentale, on n'est pas obligé de tout. On a juste besoin de rejouer, de reprocesser finalement les datas. Tout à fait. On a juste besoin de reprocesser les datas, on charge toutes les datas et on est bon. Ok, donc c'est bon pour moi. Merci. De rien. Donc, dans le temps qui nous reste, je vais présenter rapidement une petite solution rapide sur Tabular Editor. Donc déjà, je vous invite vraiment à utiliser Tabular Editor. C'est un outil vraiment top. Pourquoi, déjà, je vais vous présenter pourquoi j'aurais besoin d'utiliser Tabular Editor. C'est j'ai mon rapport Power BI qui est en ligne. Je me connecte le matin au rapport Power BI et je vais voir mes ventes de mes clients. Et là, je vois que mon rapport il est cassé. Je vais voir les détails. Et là, il me dit un champ, donc la mesure Count Customer est absente. Et je l'ai perdu. Je sais que de mon côté, j'avais gardé plusieurs versions de ce rapport-là. Donc, on voit par exemple qu'ici, c'est la version V2. Et j'ai pas envie de recréer ou de récupérer le fichier PBX et de le repousser. Et en fait, avec Tabular Editor, il y a un truc assez sympa, c'est qu'on peut copier-coller des informations de métadonnées d'un rapport à un autre. Donc là, avec un Tabular Editor, je vais me connecter à mon espace Club Power BI. Je me connecte. Je vois que j'ai les rapports que j'ai montrés en démonstration sur la partie backup. Et j'ai également un rapport exercice 1, donc la V1, et un exercice 1 V2, donc la V2 qui est en ligne actuellement, que je présente et qui est cassée. Donc, je vais ouvrir mon V2 pour être sûr qu'il y a un problème. Attends, j'ai un petit peu de latence. Tac. Je vais regarder mon écran plutôt que le grand écran, ça sera plus simple. Je regarde, je vais vous mettre en grand. J'en profite juste pour peut-être qu'on apporte un complément, parce que là, je viens de voir au niveau du modèle, le 1550. Est-ce qu'il y a pour ce que tu vas nous montrer là, il y a un modèle minimum à partir duquel on peut exécuter ça? Il me semble que ça doit être le 1002, mais je ne suis pas sûre. J'ai plus le chiffre exact, j'ai l'année. C'est tous les rapports, effectivement, d'en parler, Gaël. Tout ce qui a été fait avant 2016, c'est plus supporté par Microsoft. Donc, si vous avez un vieux rapport qui date du coup de 2016, donc j'espère que vous n'avez pas ça qui traîne. J'espère que vous n'avez pas ça qui traîne. C'est plus récupérable. 2016, c'est la date, en fait, effectivement, c'est 1200 ou 1280, quelque chose comme ça. Les rapports de cette époque-là, ils sont plus exploitables. Donc là, je suis sur mon Tabular Editor.
je vais essayer d'utiliser mon outil Zomix. Hop. Alors, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que j'ai mon modèle, j'ai bien ma table, et dans ma table, j'ai ma mesure ici, qui est en erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer. J'ai mon dossier customer. En fait, c'est une mesure qui dépend d'une autre mesure, de ma mesure customer, qui est en erreur. C'est qu'effectivement, j'ai plus, comme le message l'indiquait, la mesure qui est nécessaire pour faire le calcul d'autres mesures et de faire ce visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir un autre Tabular Editor. Pareil, petite astuce sur Tabular Editor, comme c'est un outil externe, il n'est pas présent en raccourci sur votre PC par défaut, mais il est présent sur Power BI Desktop quand vous lancez la première fois. Par contre, vous pouvez le lancer une première fois avec Power BI Desktop et l'épingler à votre barre de tâches. Pas besoin comme ça de rouvrir Power BI Desktop à chaque fois. C'est une petite astuce. Hop. Donc là, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Hop. Je vais ouvrir sur mon service cette fois la V1, où normalement mon développeur n'a pas supprimé ma mesure. Je vérifie, donc dans table, mesure, hop, customer, et je vois que j'ai encore ma mesure ici. Et en fait, j'ai juste à cliquer dessus, faire copier. Donc en raccourci clavier, ça marche aussi. Si vous faites un CTRL-C, ça marche très bien. Et si vous faites CTRL-V, donc j'ai fait CTRL-V, sinon vous faites coller. Là, ça marche avec du premier coup, c'est top. Des fois, vous allez faire CTRL-V, vous énervez, il n'y a rien qui s'affiche. Il faut faire un F5. C'est c'est l'inconvénient de Microsoft, c'est que des fois, la gestion du cache, c'est pas top. Vous faites un F5. Donc là, je vais faire un F5, par exemple. Ça ne veut pas le faire, mais normalement, ça corrige l'erreur. J'ai plus qu'à l'enregistrer pour que ça pousse en ligne. Donc là, ça a sauvegardé, ça a bien supprimé mon erreur. Et là, est-ce qu'il va y avoir l'effet démo? Non, c'est bon, ça marche, nickel. Ça a réparé mon visuel. J'ai bien ma mesure qui a été repoussée sur mon rapport et mon rapport, il est complètement fonctionnel. Donc là, ça marchait avec quelque chose de très simple à mettre en place, une mesure. La mesure, je la copie, je la colle et je rafraîchis la partie visuelle de mon Power BI, c'est réparé. Mais vous pouvez faire ça aussi avec une table complète. Vous pouvez faire ça avec une colonne. Vous pouvez faire ça, comme on disait tout à l'heure, avec des partitions. S'il y a des partitions qui manquent et que vous n'avez pas envie de taper à la main, c'est le début de cette partition, c'est la fin de cette partition, c'est chargé en journalier, ainsi de suite. Vous prenez un modèle de base, vous faites copier, coller, et ça marche. Si vous avez un jeu de données type, pareil, vous l'utilisez comme base et vous pouvez en générer des nouveaux. Encore mieux, vous avez un modèle type que vous utilisez tout le temps avec une table calendrier, une table mesure, une table de base. En fait, vous pouvez le pousser autant que vous voulez via ici, deploy. Vous pouvez, je ne vais pas le présenter parce qu'il y a des informations qui ne sont pas présentables juste après, mais vous pouvez le déployer où vous voulez avec le nom que vous voulez. Donc, je veux déployer mon information, mon modèle au nom de Toto dans l'espace de travail bac à sable, je peux le faire. En fait. Et c'est un gros plus. Pas besoin de mettre en place un système automatique ou manuel de backup, restore, ainsi de suite. Avec Tabular Editor, en fait, on peut faire déjà beaucoup de choses sur la partie sauvegarde et pérennisation de mon environnement. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si en ligne ou en salle vous avez d'autres questions. Question, quand on sauvegarde en local, ouais. Ça va sauvegarder quoi, un modèle plombier? Tout à fait. Ici, si je fais une sauvegarde en local, ça me fait un fichier BIM. Le fichier BIM, je peux le partager à quelqu'un d'autre et lui, il peut l'ouvrir et le repousser de son côté s'il souhaite. Donc, on peut même les sauvegarder dans un dossier BIM. Ah oui, tout à fait. Peut-être que le seul inconvénient en termes de techno pour les gens qui débutent, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour pareil ce que disait Thomas tout à l'heure, la possibilité d'exécuter Tabular Editor par un script externe de PowerShell
le lancer, je pense que le script que l'on lance, de tourner comme on a tout à fait. je crois que c'est un script C#, il me semble, qui s'exécute pour générer le point BIM. Tout à fait. Parce qu'en fait, le langage de l'intérieur, la personne qui a développé l'outil RED ou C#, on pourrait faire un bout de code ici en C# dans Tabular Editor, et par l'externe, qu'est-ce que vous faites juste? Vous dites lance Tabular Editor et exécute le script C# à l'intérieur qui génère le BIM. Donc ça demande quand même une compétence complémentaire dont on ne se rend pas compte comme ça, et qui finalement, je pense, un lien tuto ne sera pas aussi simple que ça. D'autant plus que je me pose toujours la question à l'échelle de la volume, d'une organisation telle que Cdiscount ou encore d'autres organisations que nous pouvons avoir chez nos clients, sur un volume de 100, 200 workspaces. Je ne sais pas du tout ce que donnerait ce script de lancer effectivement en boucle Tabular Editor. On pourrait sûrement le cadencer, bien évidemment. Mais bon, c'est quelque chose encore aujourd'hui où moi, je n'ai pas le retour. Je ne sais pas, Thomas, si tu as fait le test d'essayer de lancer plusieurs fois. Pour l'instant, on avait déjà les backups en point BIM historiquement, hein, donc ça fonctionne bien par cette méthode-là. Tout à fait. Mais voilà, après, à quelle échelle, je ne sais pas. Si en ligne, vous n'avez pas bien entendu ce que Gaël expliquait, là, je vous ai présenté des manipulations simples à la main sur Tabular Editor, et Gaël expliquait que si on combine ça avec ce que je disais tout à l'heure de coder en fait des manipulations Tabular Editor, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on ne le présentera pas ici, c'est pour ça que je ne vous fournirai pas de lien. C'est que je ne l'ai pas mis en place moi-même et que c'est assez complexe. C'est en C#, il faut rentrer vraiment dans l'outil. Il y a des tutos, il y a des guides, mais c'est plus que juste une petite astuce, malheureusement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous de votre venue. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur la partie